Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview. Je suis en compagnie de Thibaut, alias Tikari. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Ça s'est fait un peu rapidement. Merci à toi. Je suis en vacances du coup à Toulouse avec Zoromat. Je ne sais pas si vous avez vu les stories sur Instagram au mois d'août. Donc, du coup, voilà, on s'est arrêté chez Thibaut 4 jours. C'est ça. C'est une grosse pause. Et du coup, on a profité pour faire pas mal de vidéos, des lives sur les groupes Facebook, etc. Et du coup, on en profite pour faire cette interview. Du coup, on va commencer par la première question. Du coup, qui es-tu? Présente-toi. Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 26 ans, je suis toulousain et globalement, je suis dans la musique. Voilà, donc on peut dire DJ, producteur. Ok, ça marche. Et du coup, deuxième question, comment t'es rentré dans le Pokémon Game ou la folie Pokémon? Alors, Pokémon, moi, Pokémon, pour la petite histoire, j'étais un très très grand fan étant jeune, mais un fan hardcore quoi. Ouais. Genre, j'avais vraiment tous les decks, tous les boosters, je les ouvrais tous en main, j'en gardais un petit de côté. La Pokéball, mon vœu à 10 ans c'était d'aller au Japon pour avoir ma petite Pokéball avec le Pokémon. J'étais vraiment un déter quoi. Et comme vous l'entendez sur toutes les interviews, j'imagine, collège, lycée, La base. les filles et tout le tralala, on lâche un peu le truc. Mais j'ai repris vachement de tard en fait. J'ai pas repris comme beaucoup dans les 20 ans, dans les 18 ans. J'ai repris il y a 3 ans. Je suis parti à Berlin pour fêter mes 25 ans. Et je me suis retrouvé un soir tout seul. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je ferais pour me faire plaisir, pour me faire un cadeau. Je venais de retrouver quelques cartes qui traînaient, dont notamment mon premier Dracofeu brillant. Et je me suis dit, je vais prendre des Dracofeu sur eBay. Voilà. Je vais prendre deux trois cartes pour me faire plaisir, pour me faire un petit kiff. Ouais. Donc j'ai pris un Dracofeu X, je sais pas quoi, de nouvelle génération, Ouais. un Dracofeu XY, un machin, un truc. J'ai reçu les cartes, c'était sympa. Je me suis dit, bon, c'est cool, je vais en reprendre deux trois, je vais essayer de tous les avoir. J'étais encore pas du tout au courant de tous les Dracofeu qu'il existait. J'en ai pris quelques-uns et je suis tombé sur un mec sympathique, je ne saurais plus qui c'est, mais qui m'a dit, si tu kiffes bien Pokémon, il y a des groupes sur Facebook Ouais. qui font du Pokémon en fait, et où tu peux échanger avec des collectionneurs, même des revendeurs, des acheteurs. Et si tu as des anciennes cartes, justement, tu pourras faire du trade pour avoir tes Dracofeu. Et c'est comme ça que j'ai atterri sur les groupes avec mon petit classeur rempli de blocs X et de decks du bloc X en fait. Mon petit Dracofeu brillant de base et quelques petites conneries quoi. Et c'est allé très vite. Et ben, du coup, qu'est-ce que tu collectionnes en fait aujourd'hui? Alors je suis passé par plein de choses et plein Ouais. d'objectifs différents. Donc les Dracofeu brillants qui ont été un peu mon gros dada et une des choses par rapport auxquelles je pense on me reconnaît actuellement. J'ai fini mon objectif, je suis passé à autre chose, j'ai fait une pause de 6 mois, j'ai revendu mes Dracofeu. Mes Dracofeu sont vendus, voilà, pour ceux qui se posent la question. Pour tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là sont vendus. La personne me les a pris il y a 8 ou 9 mois, il viendra les chercher bientôt. Donc c'était soit je continuais, je suis monté jusqu'à 27 Dracofeu quand même. Soit je continuais, soit j'arrêtais tout, je passais à autre chose. Donc j'ai tout arrêté, j'ai vendu le PCA aussi. Ensuite je me suis dit que j'allais mettre au scellé, le scellé français, parce que j'adore ça et surtout ce qui m'énervait un peu avec les cartes, c'est que c'est de plus en plus dur de vendre, d'échanger, d'acheter des cartes, mais surtout de vendre et échanger parce que les gens demandent des milliards de photos et de vidéos sous tous les angles et me demandent, d'après toi, quelle note elle a chez PCA? Alors que tu Sujet n'es pas un dont on parlera auteur. plus tard, peut-être, je ne sais pas, mais je ne suis pas un auteur, je ne sais pas, les micro-rayures à l'œil nu, les machins, les trucs. Donc je me suis dit, le scellé c'est cool, même s'il y a des petites rayures et tout, ça va perdre peut-être 2, 3 euros, 5 euros de valeur sur des gros trucs, mais un booster ça reste un booster, tant qu'il est legit, qu'il n'est pas recollé, c'est un booster. Et c'est vachement beau, je trouve que ça a de la gueule. Donc je me suis mis en objectif de faire tout Wizard et Block X en scellé, pour commencer en booster, parce que, Français. voilà, français. Ouais. Et je commence à me dire que je vais passer sur l'US quand même. Ouais. Voilà, c'est beau, c'est moins cher et ça explose en plus. Donc si je veux le faire plus trouvable tard, aussi. j'aurai pas l'occasion de le faire plus tard. Donc autant le faire maintenant quoi. Autant faire les deux, français et US. Voilà. Mais déjà, je vais essayer de finir mon français. J'ai bien avancé. Et en fait, depuis que les gars sont arrivés il y a 2-3 jours, on a fait un peu de tri. Ils m'ont beaucoup aidé à trier. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de Co, de Neo notamment. Donc en fait, je vais faire tout Wizard aussi En en carte. classeur, en carte. Voilà. Du coup, j'ai une question, parce que tu parlais des Dracofeu brillants. Pourquoi cet objectif finalement? Pourquoi avoir 18 ou tu as parlé de 27 Dracofeu brillants? Pourquoi autant? Et sachant qu'ils sont français, Ouais. faut le préciser. Tous français, ouais. Et il y avait du édition 1 qui n'est plus là. Les Dracofeu brillants. En fait,
remontons très loin dans les confins de mes souvenirs. Quand j'étais petit, j'avais un Tyrannosif brillant, édition 1 que j'avais chopé, et 2-3 brillants. Et j'avais jamais vu personne avec un brillant. Et il y avait une légende urbaine, comme il existe quand t'es petit, Oui. qui était que les 3 étoiles en bas du drac au feu brillant, et du Tyrannosif et des autres, signifiaient qu'il n'y en avait que 3 en France qui existaient. Et j'ai mis 4 ans à choper mon drac au feu brillant. 4 ans. Je l'avais sorti, et avant de savoir ça, je l'avais tège ou quoi, je sais plus. J'en avais fait je sais plus quoi. J'ai mis 4 ans à choper ce drac au feu brillant. Et pour moi, c'était vraiment la carte ultime. Il n'y en avait que 3 en France, je l'ai conservé. Je l'ai retrouvé il y a 3 ans. Ouais. Et je me suis dit, putain, elle est vachement cool, j'aimerais la trouver en meilleur état. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu la trouveras jamais. Elle est impossible à trouver, elle est rare, tu débarques de n'importe où. Beaucoup de gens agressifs comme il y en a, hein. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. Et je me suis dit, bah, ok, je vais pas la trouver, je vais me faire une double page. Et c'était pour rire à la base. Mhm. Et au bout d'un mois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, je me suis dit, bon, ça va le faire quoi. Et je me suis donné en fait sur les groupes, j'avais mis un petit post sur Blablacar. Je me suis dit, objectif, dans un an, il faut que j'ai la page double. Et je l'ai fait, je crois, en 9 mois. C'est faisable. C'est très faisable si on cherche un peu partout, quoi. Mais je me suis servi de beaucoup de sites, de connaissances, d'échanges. Et c'est allé relativement vite. Et du coup, en termes d'époque, c'était quand? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les prix, c'est fou. Surtout sur Drac au feu brillant, même dans n'importe quel état, en état bédarieux, Ouais. pour faire un petit clin d'œil à Victor. C'était quand? Et tu avais à peu près quel budget à cette époque pour choper du Drac au feu brillant? Alors, niveau budget, je suis pas quelqu'un qui a un énorme budget. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Mhm. Pas du tout. Au niveau budget, je crois que de mémoire, le plus cher que j'ai acheté, j'ai dû le payer 120 euros. Je crois que c'était à Jean-Paul Cheval que j'en avais pris un, qui m'avait fait un bon prix quand même, hein, parce que elle commençait déjà à bien coter. Donc c'est la plus chère que j'ai eu, parce que c'est la seule que j'ai pris sur les groupes, je crois. Et toutes les autres, j'en ai trouvé 3 ou 4 sur Rakuten à l'époque. À cette époque-là, ça marchait bien Rakuten. Une à 1 euro, une à 5 euros et une à 30 euros en Earmint. Et le reste, voilà, du Le Bon Coin, de l'échange, des sites un peu aléatoires. Ça a jamais dépassé, c'était toujours autour des 80 euros pour du bon état, très bon état minimum. Ok. Et le reste, Ouais, c'était quelle période à peu près? c'était ça a commencé il y a 2 ans et demi, je crois, c'est ça à Ouais. peu près. 2 ans et demi et ça s'est fait en moins d'1 an. Ok, ça marche. Du coup, ouais, tu dis que tu étais plutôt un collectionneur de CD, tu vas peut-être te mettre un peu aux cartes. Au vu de réception que tu fais sur Facebook, il y a énormément de cartes. Tu fais pas beaucoup de réception de CD, Ouais. tu fais beaucoup de réception de cartes. Pourquoi autant d'achats de cartes? Alors, Très peu de CD, sachant que tu n'es pas collectionneur de cartes. ouais. Alors en fait, c'est simple. Le scellé, déjà le scellé, il y a le scellé legit et le scellé qui sort d'on sait pas où, donc on sait pas s'il est recollé ou pas. Donc j'aime bien prendre des choses qui sortent de chez, on va parler des gros collectionneurs encore une fois, mais de chez JP, de chez Teddy, de chez que ce soit Poulet ou des gens qui sont un peu réputés. Parce que du coup, quand je les prends là-bas, j'ai pas besoin de me tracasser, regarder sous tous les angles si c'est pas recollé, si ça sent la colle. Voilà, je les prends, je sais qu'ils sont legit, je les mets dans mon petit plexi, ça bouge plus. Le truc, c'est que c'est dur à choper. Alors que les cartes, il y en a de partout. Les gens, enfin, les cartes valent énormément cher, je peux le comprendre, la spéculation, je peux comprendre, mais si on cherche, on peut tout trouver. Il faut juste avoir du temps, de la patience, et y passer des heures, vraiment des heures. Être un bon négociateur aussi, j'imagine. Être un bon négociateur, j'imagine que ça rentre en jeu, oui. Et avoir un bon petit réseau pour les trucs qui pop aléatoirement. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on réussit à réunir de belles cartes, c'est là qu'on peut les échanger contre du CD. Donc c'est comme ça que je fais. Comme j'ai plus de facilité à trouver des cartes, je prends beaucoup de cartes et je les échange contre du CD. Et c'est notamment pour ça que je ne fais plus de vente. Et aujourd'hui, à peu près en termes de cartes, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 20 août. T'as quoi à peu près que t'as pu dénicher qui est sympa? Que j'ai pu dénicher qui est sympa. Est-ce que la vidéo peut durer 5 heures? Oui. Non, que j'ai pu dénicher que j'ai actuellement. On a eu la réception qui est sur Blablacar, toujours je pense. On a un Live, classeur très ouais. sympathique. 19 août. Ouais, Live. un beau live. Encore une fois, un classeur que j'ai chopé. Un mélange entre un coup de chance et une bonne négociation.
un classeur que j'ai pris à... Je peux dire des prix? Oh, bien sûr, ouais. Classeur que j'ai pris à 1 000 € en fait. J'ai fait une offre un peu élevée sans voir le tout et sans voir surtout les états. J'ai juste une vidéo globale du classeur, pas de tout le classeur. Je me suis dit, bon, coup de poker, on va le tenter. Si c'est en bon état, c'est cool. Si c'est en super état, bon voilà. C'est encore mieux et c'était Et encore plus. très bonne surprise, ce coup a fonctionné, toutes les cartes ont été en état fantastique. Et c'est une des choses qui m'a aussi remotivé à faire tout Wizard en cartes. Et je pense que d'ailleurs, je dois déjà quasiment tout avoir. Donc c'est des petites choses comme ça au final qui vont m'aider à finir ma collection. Et voilà, des cartes sympathiques que j'aurais pu avoir. Cette semaine, il y a eu les petites stars qu'on a trouvées à droite à gauche. Il y a eu quelques petites Z1. Quelque chose après, bon, les gens le verront bien s'ils fouillent un petit peu sur les sites, mais la carte dont je suis actuellement le plus fier et celle qui, pour une fois, ne partira jamais, je pense que c'est ce petit Magikarp Brillant édition 1. Du coup, cette carte, en fait, ce qui est bien, c'est que malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de s'acheter tout ce qu'on veut, où on a des fois des petites galères, des soucis d'argent, ce qui fait qu'on a des grosses cartes qui nous forcent à être vendues, en fait, qui sont forcées à être vendues parce que les temps sont durs. Cette carte est signée et dédicacée, donc même si elle a de la valeur financièrement, elle ne partira jamais. La dernière fois que j'avais dit ça, c'était pour un Dracofeu Brillant en PC à 10+. Malheureusement, il est parti. Je ne referai pas l'erreur 2 fois, donc celle-là, ça reste vraiment mon bijou. C'est pas la carte la plus chère de ma collection, mais c'est la plus chère sentimentalement, je pense, en ce moment, Tu dans m'étonnes. ma petite collection. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'interview. Ouais. Du coup, ouais, où est-ce que tu déniches tout ça et combien de temps tu passes par jour? Alors, où est-ce que je déniche tout ça? Bon, j'en ai parlé à beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes me demandent sur les groupes après les réceptions où est-ce que je déniche tout ça. Ben en fait, la plupart des sites, vous les connaissez, ça sert à rien de vous les dire. Il faut juste être créatif. C'est pas l'endroit où je trouve les lots qui va faire que je trouve de jolis lots. C'est la façon dont je les trouve, la façon dont je démarche des fois, et la façon dont... J'ai pas trop envie d'en dire plus en fait. J'ai envie de vous laisser essayer de gérer ça de votre côté quoi. On a Il chacun n'y a un pas petit de secret. façon de faire vraiment, mais tout est trouvable si on y prend du temps. Donc toi qui parlais de temps, par contre, oui, ça me prend énormément de temps. Quand je fais des semaines de réception comme celle que je fais maintenant, donc avec beaucoup de stars, beaucoup de classeurs et autres, c'est pas du temps, on va dire, comptabilisé l'un à l'autre, mais c'est que toutes les 10 minutes, je vais aller scroller sur les sites pour voir ce qu'il y a de nouveau. Et je me rends compte que depuis 2 ou 3 semaines, c'est un truc de fou, mais tout part à une vitesse dingue. Vraiment dingue. Que ce soit sur les sites, c'est sur Vinted que c'est le plus flagrant parce que Vinted il écrit vendu dès que c'est vendu. Ouais, puis tu as le nombre de personnes qui voient aussi l'annonce. Voilà. On va prendre l'exemple du Dracofeu édition 1 à 100 €. Ouais. 5 Il y minutes, a, 33 vues et combien de messages? Enfin, 5. 5, voilà. 5 personnes intéressées Voilà. en 5 minutes, 33 vues, la carte était vendue. C'est hallucinant. Donc il faut vraiment avoir des nerfs solides parce que souvent vous allez vous faire doubler ou vous faire relancer derrière. Donc vous achetez une carte, tout est réglé, la carte doit partir, la personne a une offre au double, vous l'avez dans l'os. C'est très rageant. Et tu as eu beaucoup d'annulations, toi, quand tu trouves des lots. Parce que voilà, on a un peu parlé aussi hors caméra, forcément. Ouais. Et voilà, et Thibaut a trouvé énormément de lots, énormément d'affaires. Forcément, voilà, tu t'achètes, les gens annulent parce qu'il y a, voilà, il y a des enchères en MP, parce qu'il y a d'autres personnes Ouais. qui sont intéressées. Et voilà, c'est ce qui a bousillé un peu toutes tes recherches aussi d'un côté. T'es pas un peu démotivé quand tu vois tout ça? Bah, le truc c'est qu'on est rapidement démotivé je pense parce que quelqu'un qui va s'y mettre un petit peu au début, qui va chercher, s'il n'a pas de chance, sa première affaire, il aura dans l'os parce que quelqu'un va faire une enchère en MP. La veille de votre arrivée, je t'avais montré un screen de mon dressing, juste sur Vinted. J'avais eu 7 annulations dans la journée, ce qui est quand même énorme. Donc, si vous arrivez sur un site que vous cherchez, que vous trouvez une bonne affaire, que vous l'avez, qu'on vous la pique, faut pas être démotivé parce que peut-être pas la prochaine affaire, mais peut-être celle d'après, vous allez tomber sur une pépite qui va vous aider à bien recommencer ou bien avancer dans la collection. Et ça, par contre, ça va vous motiver, vous donner un niaque en vous disant que c'est possible, ça peut arriver. N'importe qui, avec un coup de chance, peut tomber sur un lot avec 2 displays, 7 de base édition 1 à 20 €. Tout est possible. Donc il ne faut pas perdre la motivation, l'espoir. Si vous en avez envie,
et que vous avez le temps devant vous, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de souci. Et du coup, tu recherches qu'en France? Alors, je recherche essentiellement en France. Ouais. Tout ce qui est aux US, c'est vraiment quand j'ai du temps à perdre, je vais aller sur eBay US et je vais scroller un petit peu pour regarder ce qu'il y a. Ça me permet aussi de voir la différence des prix, l'augmentation de l'US qui explose et de me renseigner un petit peu sur ce qu'il y a. J'ai vu quelque chose de sympa, une display assez belle qui va faire et qui a fait déjà parler, qui arrive. J'ai envie de dire, ouais, il y a de belles choses aux US. Je pense qu'ils ont des choses incroyables, mais qui ne se rendent pas encore compte de combien ça vaut et de la rareté de ces items en France. Donc la plupart du temps, quand je vois des choses sur eBay US ou autre, c'est parce qu'on me les a envoyées, tout simplement. Ok, et du coup, par exemple, quand tu trouves, parce que comme tu as dit, tu es de Toulouse, si tu trouves quelque chose, par exemple, sur l'île, je sais pas, sur Nantes, sur Paris, comment tu fais? Tu te déplaces directement ou tu appelles peut-être des contacts, comme tu disais, ça marche par réseau, par contact. Tu peux avoir confiance, par exemple, si tu trouves un lot de ouf avec une display, tu peux avoir confiance dans certains contacts que tu mets ou que tu t'es déjà peut-être fait niquer sur certaines choses. Alors la confiance, c'est très dur à jauger. La confiance, ça se fait avec le temps. Il y a des personnes en qui j'ai confiance. Il y a des personnes qui m'ont déjà mis des carottes. Mais c'est le jeu de la vie, hein, quoi, ça arrive. Hein. De toute façon, il faut tenter pour savoir. Là, en ce moment, justement, je suis en train de mettre un nouveau truc en place avec quelques contacts un petit peu dans tous les coins de la France pour être super réactif, en fait. Et avec tous les plans que je trouve, par exemple, si je trouve un plan à Strasbourg et qu'il y a une personne à Strasbourg, je vais lui envoyer un message. Et si elle peut aller la chercher, par exemple, on s'arrangera pour ça, se faire le lot à deux, quelque chose comme ça. Mais il m'est arrivé souvent de bouger. J'ai eu un lot avec 4 sets de base édition 1 il y a un mois, je crois, Ouais, un petit mois et demi. Ouais, que j'ai comme ça, topé, ouais. qui était entre. Il y en avait 3 qui étaient near mint mint et un qui était en très bon état. Je les ai eus pour 4 300 €. J'ai dû bien enchérir, bien monter parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai fait une proposition au-dessus des autres. Il a fallu que je sois rapide. Et j'ai fait 3 heures de route pour aller chercher, 6 heures aller-retour. Le lot de PCA que j'avais eu l'an dernier, de ces magnifiques PCA 10, 10+, j'avais fait aller-retour Paris en une journée. Des fois, il n'y a pas le choix. Si on veut trouver des trucs de ouf, faut se la donner. Donc, soit on a beaucoup d'argent et on réfléchit pas, on pose les billets, on prend. Soit on n'a pas beaucoup d'argent et on se casse la tête et on essaie d'être créatif et de trouver des façons de le trouver, quoi. Ça marche. La plus belle affaire que tu as fait, du coup, est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus? Ou alors c'est ce que tu viens de raconter avant, les 4 sets de base ou les brillants M1? Non, les 4 sets de base, enfin, la 4 sets de base c'était cool, les brillants c'était une très bonne affaire, le classeur c'est une très bonne affaire. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend si on parle au niveau de la plus-value en termes d'argent ou au niveau de la découverte en termes d'items. Bah, tu peux faire les deux. La découverte en termes d'items, je pense que c'était les PCA. J'étais tombé sur une personne fort sympathique sur PokéChange qui a lâché ça d'un coup. Mais d'un coup. Et je vois un Raichu brillant 10 qui apparaît. Je vois un Mewtwo 10 qui apparaît. Dracofeu 10 qui apparaît. Ça y est, je deviens fou. Les brillants, tu parles. Les brillants. Je deviens fou. J'envoie un message au mec. Il met 4 jours à répondre. Je me dis qu'il y aura des gens en face. J'ai négocié. À la base, il en voulait 1002 du lot. J'étais avec une personne en face de moi. On a trouvé un espèce d'arrangement pour faire en sorte de pas trop faire monter le prix. Et j'ai fait mon aller-retour à Paris et les cartes. En fait, le truc, c'est que elles étaient uniques parce que gradé 10, c'est les 3 seuls brillants qui existent. Que ce soit édition 1, édition 2. Dans Destiny. Dans Révélation, il y a le Magikarp brillant en édition 1, 10. Mais c'est les seuls 4 10 brillants de Wizard qui existent. Ok. Donc, même avec beaucoup d'argent, j'aurais pas pu le trouver. Il fallait vraiment prendre du temps, en fait, et fouiller, chercher, négocier. Ça, c'était pour la plus belle trouvaille, je dirais, en termes de rareté. En termes de sous, je sais pas, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Bah, ça tournait surtout sur les sets de base, globalement. C'était beaucoup d'affaires comme ça. Ça marche. Avec tout ce que tu as peut-être pu voir, parce que j'imagine que tu as dû rencontrer du monde, etc. Sur Toulouse, il y a beaucoup de collectionneurs en plus. Quel est l'item ou la carte que tu as eu le plus joli, peut-être le plus rare en main, que ça soit à toi ou à d'autres personnes? Ouais. Qu'est-ce que tu as pu. Ce que j'ai eu de plus rare en main, j'ai pas eu grand chose de folichon. Je pense que ça va être déjà haut placé pour pas mal de monde, mais c'est pas quelque chose, c'est pas des displays Néo-Edin, c'est pas des illustrateurs ou autres. Je pense que c'est le Mew qu'on a été chercher avec Flo, avec Big Flo. Le Pikachu.
Pikachu 20e anniversaire, Ah oui. carte en or, magnifique. On était très déçus parce qu'elle est très petite. En Elle fait soi, pas la taille d'une le carte. cadre, si, mais le cadre est très Ah. petit. On avait l'impression que c'était un gros cadre, épais. Mhm. C'est comme ça, c'est tout petit. Mais c'était, je pense, la carte la plus impressionnante que j'ai eue parce qu'elle est rarement trouvable. Ouais. Il y a Je des sais gens pas qui combien il l'ont, existe. mais ils veulent pas trop la sortir et c'est Oui. pas un truc que tu sors avec tes potes, voilà. Bah, en France, il n'y en a que d'autres connus, en tout cas. Ah ouais. Il y a Big Flo et il y a une autre personne. Oui. Je sais pas si je peux le dire en vidéo, Bon, mais ceux qui savent, ceux qui ne savent voilà, pas, bah, exactement. cherchez. exactement. Du coup, ouais, tu parlais de Big Flo. Quelle est ta relation avec Big Flo? On a aussi entendu Kev Adams. Voilà, comment ils t'ont démarché? Est-ce que tu les connais? Voilà, quelle relation t'as? Si c'est potes, si c'est juste voilà, bis Pokémon. Big Flo, on a une très bonne relation. On a, comment dire, on a repris contact sur Instagram en fait. Et j'ai vu qu'il faisait du Pokémon. Et je lui ai envoyé une photo de mes cartes et je lui ai dit putain, c'est cool que tu fasses du Pokémon, ça tue. J'ai pas mal de cartes, faudrait qu'on se capte et que je te montre 2-3 trucs sur Pokémon. Bon, pourquoi pas. On a parlé un petit peu en dehors. Ça s'est fait sur 2 semaines, je crois. Il m'a dit bon bah, essaie de me trouver 2-3 trucs et comme ça, quand tu les as chopés, on arrive à se capter, c'est cool, tu vois. On se fait une remise à main propre. Il avait des recherches très précises et ces recherches très précises qu'il cherchait depuis plus d'1 an, je crois. Je lui ai trouvé en 3 heures à 1/10 du prix auquel il les cherchait. Ouais. Et là, en fait, il a compris que bah, je pouvais lui faciliter la vie par rapport à ça. Et moi, j'ai compris bah, que ça pouvait être un bon délire à tester, quoi. Donc, je suis allé chez lui, on a fait une petite rencontre sympa, on a appris à se connaître. Et depuis, je suis allé chez lui pas mal de fois. Et on a réussi à trouver des items monstrueusement magnifiques. Vraiment, des items que moi, j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Et c'est une personne vraiment qui est très authentique, très gentille. Et c'est pas une personne avec qui je suis dans Pokémon pour le business. Il n'y a pas de notion d'argent entre nous. Je prends pas une commission sur ce que je lui trouve. Des fois, il me fait des cadeaux. Voilà. C'est un espèce de donnant-donnant. On s'aide tous les deux, je l'aide pour sa collection et il m'aide à arriver à avoir de belles pièces. Donc c'est plutôt un bon échange. Et en fait, on parlait un peu de tout et de rien. À un moment, il me dit putain, il y a Kev Adams qui fait les displays en ce moment. Ouais. Est-ce que ça te dirait que je te le branche? Je lui dis bah ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc il m'a filé le WhatsApp de Kev. Et bah, en fait, pareil, c'est allé un peu dans le même sens. Il m'a donné ses recherches. Je lui ai trouvé ses recherches. Je sais pas s'il veut que j'en parle, donc j'en parlerai pas, mais il y a de Peut-être belles un jour choses. une interview de Kev Adams, on sait jamais. Oui, pourquoi pas. Chauffe-toi, Kev. Donc de belles choses, de très belles choses. Et voilà, de temps en temps, je sais à peu près ce qu'il recherche et ce qu'il aime, donc je lui propose. Il me dit oui, demande dit s'il non. a pas, voilà, si j'ai pas ça en stock, machin, truc. Il suit un petit peu ce qu'on fait, donc C'est cool. voilà, niveau relation, c'est plutôt amical que business. Mhm. Il n'y a pas de notion d'argent. Big Flo me fait confiance. Si à un moment je dois prendre quelque chose, il le fera les yeux fermés. Et ça se passe très bien comme ça. Donc c'est très très cool. Super. Du coup, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. C'est tout le monde, enfin beaucoup dans la communauté savent que tu es en contact avec Big Flo. Et tu me disais hors caméra, tu as beaucoup de demandes pour avoir des autographes de Big Flo. Ouais. Est-ce que tu peux éclaircir tout ça et mettre vraiment une bonne confirmation sur. Alors, ben, pour être clair, Big Flo, notre relation, elle n'est pas basée sur la musique en soi, même si tous les deux nous faisons de la musique. Elle est basée sur une relation amicale et une relation Pokémon. Ce qui fait que quand je suis avec lui, je suis avec un collectionneur Pokémon. On parle de Pokémon et de conneries, comme avec n'importe qui. Et en fait, je peux pas lui demander de faire des signatures pour tout le monde. Je sais que ça peut paraître peut-être prétentieux ou pas cool de le dire comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup plus de MP que ce qu'on pourrait penser. J'en ai déjà plus d'une centaine entre moi, les gens sur Instagram qui viennent me demander ça quand je fais des photos avec lui, les gens des groupes qui voient les réceptions, les gens en groupe. Il faut le laisser tranquille par rapport à ça. Et je pense c'est pas quelque chose qui se demande. Au contraire, par contre, si vous avez des items qui peuvent l'intéresser, n'hésitez pas à me demander plus d'informations sur ça. Ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de faire en sorte de faire une remise en main propre entre collectionneurs. Et là, c'est différent, ça reste pas un autographe demandé juste pour avoir un autographe. Vous venez, on passe une journée ensemble,
vous apportez l'item que Big Flo veut. Big Flo vous rencontre, le prend, vous papotez, la petite photo à signature, c'est vous qui le voyez entre vous, mais je suis pas du tout un intermédiaire pour ça. Donc je l'ai fait pour une personne, exceptionnellement, et je l'ai dit que je le ferai pour personne d'autre. Donc voilà. J'avoue, j'ai demandé, j'ai pas eu. Oui, mais parce que toi tu le verras en personne. C'est vrai? C'est vrai. Merci. Oui, du coup, ouais, tu parlais de signature. Voilà, on va revenir encore sur cette magnifique carte qui est Magikarp Brillant Édition 1. Donc, tu dis qu'il y avait une histoire sentimentale derrière. C'est voilà, pour le chercheur d'or qui est marqué dessus, Big Flo 2020. Voilà, ce que tu trouves tout en fait. C'est pour ça que je t'ai surnommé Fouinard. Fouinard pour Fouine. Bah, pour la petite histoire, cette carte en fait, c'était la carte de base de Big Flo. C'était sa carte cœur. Bon, le Magikarp, il se l'est fait tatouer. C'est vraiment par rapport à son évolution dans la musique, il se voit comme un Magikarp Léviator. C'est une belle forme. Et en fait, cette carte, c'était la carte qu'il avait envoyée, qu'il avait lui, de plus jeune. Ah oui, c'est vraiment. Enfin, pas plus jeune, c'était pas 14 ans, mais il avait chopé il y a quelques années. Et c'était sa carte maîtresse en fait. Et il m'avait demandé de lui en trouver une meilleure note. Et après moult négociations, j'ai réussi à lui choper la 10 justement en édition 1. Et pour me remercier, il m'a offert cette carte avec la signature. Ouais, du coup, ah oui, c'est vrai qu'elle a. Donc il me l'a offerte, c'est sa carte. Pas demandé d'argent alors qu'on peut compter du bon petit 1K, je pense, dans cet état-là. C'est un 7. Donc j'ai trouvé ça super cool de sa part. C'était vraiment vers le début en plus, il n'y avait pas eu beaucoup de choses que je lui ai trouvé folles avant ça. Donc ça a été vraiment une belle démarche de sa part. Donc c'est pour ça que c'est un don de collectionneur à collectionneur. Il n'y a pas de notion d'histoire d'argent derrière, d'échange, de machin. Donc c'est vraiment un don pur et je vais la garder pour toujours celle-là. Bah toi, je savais pas cette histoire comme quoi c'était lui qui l'avait pioché et du coup quand tu me dis ça, ouais, ça fait vraiment preuve d'une vraie confiance de sa part pour toi. Et non, c'est super cool. Et comme tu dis, il n'y a pas de notion d'argent, c'est vraiment du don de collectionneur à collectionneur comme on en voit pas assez souvent, je pense. Ouais, ça se fait. Je sais qu'il y a des petits groupes de Poképotes. ouais. Tu vois, un peu comme là, on est avec Zoromat, on est avec toi, on a vu d'autres personnes, d'autres collectionneurs. Voilà, il y a des gens qui se rencontrent, puis sinon, bah, il y a des groupes qui restent un peu plus. Tu vois, je sais qu'on a des conversations ensemble en dehors de ces vacances-là. Et non, c'est vraiment cool de se faire des petits dons comme ça, parce que voilà, nous on s'en fait aussi. Après, j'ai pas trop de matière comparé à toi ou à Zoromat. Moi, je suis vraiment plus centré dans les cartes. Mais voilà, j'essaie de faire en maximum des petits dons. Tu vois, comme par exemple Grenat, on en parlera à la fin de la vidéo. Ou toi, par exemple, des prix que tu peux faire, ou des choses que tu me donnes. Par exemple, je sais pas, ça peut être des livrets de Bloquex. Des trucs de merde, toi, c'est des trucs que je collectionne. Et non, et toi, tout ça, c'est super, pour moi, de ma vision, c'est super important d'avoir des mecs qui sont pas penchés que sur le fric, que sur le bise. Bah en fait, on en revient à l'authenticité de base de ce qui est ce qui fait la collection et l'échange Pokémon. De base, c'est un peu ça pour moi la dynamique du truc, quoi. C'est tes gosses, t'as des cartes, t'en veux d'autres, tu les échanges. Quand t'es gosse, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. C'est clair. Donc, il est sûr que tu peux pas tout avoir à l'échange, c'est impossible. Donc, acheter, vendre, je comprends, je fais, tout le monde fait quasiment. Mais c'est bien de retrouver ce côté un peu authentique de putain, j'ai 4 cartes trop bien, t'en as une que je veux, on se l'échange et machin, négocier pendant 3 heures, avoir un Zoromat qui négocie pendant 4 jours. Mais ça fait partie du truc, il y a un deal derrière, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas si la personne va dire oui, tu vas leur rajouter 2 petits trucs derrière. C'est cool, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus authentique. Par exemple, j'avais besoin de classeurs, je te dis putain, t'as pas des classeurs qui traînent, il faudrait que je me refasse 2-3 trucs. Tu m'as apporté des classeurs. Pareil, si toi t'as besoin d'un truc, il y a un truc qui te plaît, je vais dire vas-y, prends-le. Et ne pas compter comme ça. Ben, d'un coup, au début, peut-être que tu vas te dire bon, lui, il a un truc, il a pris 2-3 euros de plus, machin. Mais au final, c'est super cool parce qu'il y a même plus de pression. T'as besoin d'un truc, putain, ça je m'en sers pas, c'est pas dans ma collection, prends-le. Et vice versa. Et en fait, c'est vachement plus cool, libérateur. Et, c'est clair, ouais. Voilà, on s'entraide quoi. C'est ça qui est bien. Je pense qu'il faut avoir une partie business parce que il faut être un peu carré, faire attention à pas déborder sur les prix, pas faire de folie trop tout le temps. Ça, c'est vraiment dans les moyens, profitez-en. Mais il faut rester un peu les pieds sur terre et avoir un petit groupe d'amis, parce que collectionneur amis,
à qui on fait confiance et avec qui on peut vraiment échanger librement, quoi, sans se prendre C'est la ce que tête. j'allais dire juste après. Avoir tu parlais de la confiance tout à l'heure. Voilà, faut avoir un petit groupe de potes voilà, en qui tu peux avoir confiance. Et voilà, la confiance, ça met un peu de temps quand même à venir. Mais Ouais. après, ouais, tu La peux te faire confiance, quand ça se même gagne de niquer, toute façon. oui, voilà. Ça se fait avec le temps, ça se Tu gagne. peux te faire niquer dans un mois comme dans un an. T'en sais rien. Oui, ça m'est arrivé, ça se m'arrivera voit, encore, c'est sûr et ça se certain. voit mais bon, aujourd'hui. c'est le jeu. Mais, mais voilà, non, mais c'est super important pour moi d'avoir ce genre de relation avec des mecs. Tu les vois pas tous les jours. Tu vois, nous, c'est la première fois qu'on se voit. Ça Ouais. fait quoi qu'on se parle? Enfin, qu'on se connaît. On a dû se parler il y a peut-être l'année dernière. Mais qu'on parle, je sais pas, ça doit faire 4-5 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça, début ouais. d'année, je sais pas. Et non, mais du coup, voilà, au début, ouais, c'était voilà, des petites papotes. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis chez toi. Ouais. On est parti, j'ai fait mes vacances avec toi, avec un autre collectionneur Zoroman, donc c'est super cool de pouvoir se faire des vacances. Voilà, tu vois, je dis à ma copine, je descends voir des potes collectionneurs. Ah ouais, mais tu les as déjà vus? Non. Ah ok. Non, mais t'inquiète, on se parle beaucoup on se fait des FaceTime et tout. Mais c'est ça qui est bon, justement, on en revient là, quoi. C'est ce pote un peu, ce délire un peu bon enfant, quoi, pote. Ben non, je veux voir des potes, on va ouvrir des blisters, des machins, des conneries. On ouvrirait même des boosters d'énergie qu'on serait content parce qu'on le fait entre nous, c'est le kiff de le faire. C'est ça, Ça exactement. rappelle le petit côté nostalgique. On sait jamais si on va choper un truc stylé ou pas, et même si on le chope pas, c'est pas grave. Sauf si on parle de petit blister set de base, Ouais, voilà, ça ouais, fait un il y peu plus mal. il y a des boosters, il y a des blisters un peu plus. Mais ça reste un peu bon plus enfant, cher. et pareil pour le blister set de base, par exemple, chose qui n'a rien à voir, mais je pense que actuellement le prix est en train de grimper. Je pense qu'il va encore grimper. Le set de base A1, ça commence à devenir, l'air de rien, chaud à ouvrir. Le A2, ça commence à devenir chaud à ouvrir, c'est quand même un budget. Hein. Ouais. Faut compter si on tombe vraiment sur un pack holo, je crois que le A2 ça peut se vendre 400 balles le lourd, je pense. Donc ouvrir 400 balles pour tomber sur un Tino à 10 balles, ça fait mal. Ouais, c'est clair. Mais plus on se dit ça, plus on attend, Et moi, on mais s'amuse. moins on le fera en fait, parce que si on n'arrive pas à le faire à 400 balles, on pourra pas le faire quand ça vaudra 1000 balles, quoi. Mm. On aura trop mal au cœur. Donc autant le faire maintenant quand on peut, quand on a les moyens, quand on arrive à avoir un bon plan pour en choper, les ouvrir tant qu'on peut. Au pire, on a un bon truc, c'est bien, au pire, on n'a rien. Pas de regret, quoi. On l'a C'est fait ça. tant qu'on pouvait le faire. Exactement. Et du coup, ce qui m'amène à une question sur les groupes Facebook. Que penses-tu des groupes Facebook Alors je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la collection de Pokémon. Les groupes Facebook pour moi sont primordiaux. Sans les groupes Facebook, j'aurais peut-être eu un contact ou deux par des vendeurs eBay. J'en serais pas du tout là où je suis. Je serais avec une collection de 14 GX en état flingué parce que j'ai pris des états flingués, je crois que j'ai pris du neuf, c'était dégueulasse. Donc j'aurais une petite collection de GX, bon ce qui reste des cartes sympathiques, hein. Je ne fais pas cette série, mais pas de critique sur cette série. Mais j'aurais pas eu cette niaque de recommencer. Après, sans être trop vulgaire, Pokémon, il y a une grosse part quand même, concours de grosses bites. C'est qui aura la plus grosse quand même. Et pas forcément dans le truc de ouais j'ai plus de collection que toi, mais dans le fait de putain ta collection elle est magnifique, vas-y putain je veux la même. Et tu vas voir la même et il y en a un qui va te sortir une carte magnifique, tu vas dire putain moi je vais avoir celle-là en 10. C'est une espèce de petite bataille avec les copains aussi, c'est un truc de rivalité. De la Avec les jalousie potes. un peu, non? Il peut y avoir de la jalousie Ouais. bien sûr, mais moi je vois plus ça comme de la rivalité. J'ai des potes qui trouvent des trucs de ouf, putain, ben moi le prochain lot il sera encore mieux. Et tu te la donnes de ouf pour le trouver. Et ça sans les groupes, ben, déjà j'aurais pas cette espèce de petite Concurrence, rivalité avec mes collègues collectionneurs parce que je les aurais jamais rencontrés déjà. Et le fait de pouvoir poster quelque chose qui a autant de visibilité parce que tu ouvres un compte Insta comme ça pour faire des photos, un compte YouTube, si t'as pas de followers, il y a personne qui va le voir. Mm. Tes personnes, tu rentres sur un groupe, t'as quand même 1000 personnes, 2000 personnes qui vont le voir en scrollant. Si ça les intéresse, tu auras de l'audience directement. Mm. Donc les groupes te donnent cette possibilité de rencontrer du monde et de gérer ce que tu veux faire de ta collection, ce que tu veux faire de ton image. Et je trouve ça vachement cool. Sans les groupes, j'en serais pas du tout là. Et bah, je pense que beaucoup aussi, à part les anciens comme Tous Sous d'époque par exemple, qui lui est ultra connu déjà rien qu'à YouTube. Oui, Moi j'ai découvert ouais, Tous Sous d'époque Teddy grâce à YouTube. Je sais qu'il avait un eBay derrière. Après voilà, il y a tous les anciens qui sont vraiment connus, mais ouais, il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui ont quand même fait leur place sur les groupes. Hein. J'ai pas de nom en tête là parce que j'ai pas révisé, mais voilà, il y en a grâce au groupe, comme tu dis, tu peux
peux montrer un peu ton image. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis moi, tu vois aussi, je me sers des groupes pour rencontrer des gens. Forcément, parce que moi, je suis très groupe en fait. J'ai pratiquement aucun problème avec personne dans la communauté. Je m'entends globalement avec tout le monde sauf une personne. Mais on va pas citer de nom. Mais voilà, c'est super cool. Comme tu dis, ça permet de rencontrer du monde. Voilà, on est là aujourd'hui. Ouais. Hein. Quand je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je fais des vacances ici. Ouais. Alors j'aurais pu très bien partir dans le sud avec mes copines par exemple. Mais voilà, c'est super cool et grâce Mais il a pas de Tyrannosifada? Non. Non, effectivement. Mais toi, tu l'avais. Je l'avais. Tu l'avais. Non, j'ai un Raichoueda. J'ai un magnifique Raichoueda. Un magnifique Raichoueda en bon état. Mais voilà, donc en tout cas, ouais, les groupes Facebook, ouais, c'est super important et ça permet de croiser du monde. Encore hier, on était parti avec Zoromat voir le magasin Carte à Papa, Ouais. tenu avec un employé Victor dedans. Donc voilà, on a passé une superbe après, même si c'était trop court. Ouais. Mais voilà, c'est super cool de pouvoir faire des rencontres partout en France. Ouais, bah c'est ça. Ça donne une grande ouverture sur tout le milieu de la collection. Et il y a un renouveau qui se fait constamment, quoi. Mm. Il y a des anciens qui partent, qui arrêtent la collection. Il y a des nouveaux qui la commencent, qui débutent. Je pense que pareil, il faut essayer d'apporter sa petite touche de connaissance aux personnes qui arrivent poliment, gentiment, qui viennent demander des renseignements. Faut pas les envoyer chier si les gens viennent poliment, quoi. Mm. Je veux dire, moi je suis arrivé sur les groupes, si on m'avait traité comme de la merde, peut-être que je me serais dit putain, c'est que des cons, je serais parti, quoi. Il y a de la merde, la communauté Pokémon. Voilà. Donc non, j'ai des gens qui m'ont vraiment beaucoup aidé au début, sans lesquels j'en serais pas là, parce qu'ils m'ont conseillé, ils m'ont dit putain, ça c'est cool, mais fais gaffe, ça vaut pas tant. Et ça par exemple, putain, si t'aimes bien, prends-le maintenant parce que ça va monter. Mm. Des petits tips à la con, quoi, qui font que ok, tu prends ça en tête, tu fais ton petit bail et ça t'aide à monter, à être peut-être un peu rentable plus tard pour pouvoir agrandir ta collection. Sans les groupes, sans les personnes qui sont sur les groupes et sans la bienveillance que j'ai eue au début quand on m'a accueilli, j'aurais pas toute ma collection. Donc je pense que en tant qu'ancien, on se doit, enfin qu'ancien, je suis pas ancien, je suis là depuis 3 ans, quoi, mais en tant que personne qui ont un peu de connaissances, on se doit, si les personnes viennent courtoisement nous voir ou autre, de les aider en fait, tout simplement. Parce que ça pourrait être des futurs très bons collectionneurs, des futurs amis, des futures personnes avec qui on pourra échanger, peut-être des futures personnes qui pourront trouver la carte que vous cherchez depuis 10 ans, je sais pas. Donc c'est cool de donner un petit peu de fraîcheur dedans, quoi. Exactement. Du coup, ouais, comme tu disais, les anciens doivent informer les nouveaux, et c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube où je fais des interviews, où je rencontre beaucoup de monde. Hein. J'ai vu beaucoup de monde, même que ça soit hors caméra, où j'ai pas fait des interviews, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas te filmer forcément. Du coup, il y a des gens qui ne veulent rien apporter, parce que pour eux, une interview d'eux, ça n'apporte rien. Mais ouais, j'ai croisé pas mal de personnes, j'ai pu côtoyer de gros collectionneurs, c'est ça qui est cool. Tu vois, on parlait de Teddy, on va parler de Non-Vest Collect. Voilà, des gros collectionneurs qui peuvent apporter pas mal de connaissances. Que voilà, Teddy, ça doit faire 15 ans qu'il est dans le game Pokémon. Et voilà, donc j'essaie de faire des interviews, des vidéos explicatives, comme j'ai pu parler du Pikachu Illustrator, des FPO, de pourquoi le Neo édition est beaucoup plus cher que l'édition 2. Voilà, des petites vidéos, une petite série de vidéos comme ça en motion design, donc animation 2D, plus les interviews qui permettent de donner pas mal d'informations. Et après, moi, la chaîne a pour but vraiment d'avoir l'information et de me faire mon aventure avec Wizard Edition 1 et peut-être le bloc X en reverse par la suite. Voilà, c'est le but de cette chaîne. Et du coup, t'es parfaitement dans le cadre. C'est cool. Et du coup, j'ai une dernière question, enfin une avant-dernière question pour cette interview. La question que je pose sur toutes les interviews, que penses-tu de PCR? Je l'attendais celle-là, c'est pour ça. Je l'attendais. Alors, PCR. Longue histoire, longue aventure. Beaucoup de très belles choses, beaucoup de déceptions. Je garde des PCA. Je trouve que les boîtiers sont magnifiques. Je trouve que la transparence du truc, je sais pas, l'élégance, que ce soit ancienne ou nouvelle étiquette, je trouve ça cool. Ouais, le toucher aussi. Les nouvelles sont plus jolies, les anciennes, t'avais souvent de la merde au-dessus. Bon, si on prend pas en compte les petits problèmes de scellage, les points de colle un peu dégueulasses et les espèces de petits trucs qui se retrouvent à l'intérieur des cartes une fois qu'elles sont scellées, ou le fait que certaines bougent et abîment la carte après, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait une entreprise française de gradation, parce que PSA ne faisant que le set de base, il me semble, en français,
On n'a pas possibilité de faire ça ailleurs que chez BGS. Beckett. Beckett, ouais. Ouais. Beckett, j'aime bien le compte. Enfin, j'aime bien les cartes Beckett, mais pareil, c'est très chaud, c'est très long. C'est pas mon délire, quoi. Donc, le français, le PCA, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, cool. Pour faire regarder mes cartes, c'est cool. Le seul problème, c'est que pour moi, il y a des gros soucis au niveau des notes. Je vois des cartes qui passent, qui ont des notes qui ne sont pas méritées, et d'autres qui sont sous-évaluées. Pour les cartes qui ont des mauvaises notes alors qu'elles sont en très bon état, j'imagine qu'on peut se dire que y a des petits trucs qu'on n'a pas vus, des micro-rayures sur l'holo, des enfoncements qu'on peut pas voir à l'œil nu. Je peux comprendre. Par contre, quand je vois des notes super hautes alors qu'il y a 4 points blancs au dos, qu'il y a, je sais pas moi, des griffures, des rayures, je citerai pas de cartes, mais il y en a une qui a été envoyée très récemment, qui a eu un PCA 9. J'avais pas vu moi-même qu'il y avait un défaut au dos de la carte. Je l'ai vu qu'après. Le défaut est énorme. Pour moi, je me suis dit, putain. Elle a eu 9, c'est ça? Elle va revenir en 7. 8 si j'ai vraiment beaucoup de chance. Elle est revenue avec un 9. Elle avait déjà 2 petits points blancs qui me faisaient dire, elle aura 9, voilà. Pour moi, 9,5, un petit point blanc. 3 points blancs, on peut encore avoir le 9, 3, 4 max. Et après, on passe sur la catégorie d'en dessous. Là, 2 points blancs est vraiment rayé. Pour moi, c'est les choses qui font que je peux plus envoyer chez PCA. Big Flo envoie beaucoup, donc on envoie ensemble chez PCA pour sa collection. Mais moi, je vais essayer de me trouver quelques cartes sympathiques sous boîtier, déjà gradées, que je ne regarderai pas en dehors de la face avant, quoi. Parce que une note sympa, c'est agréable, il n'y a pas à dire, c'est pas, voilà. C'est bien d'avoir un 9 écrit dessus, 9 NEUF. C'est cool, ça fait plaisir, c'est sympathique. Mais en envoyer, que ce soit une mauvaise note que j'ai, comme ça m'est arrivé pour le Leviator Star qui est Ouais. noté très durement, ou que ce soit pour le Dracofeu Brillant qui est noté trop gentiment, je trouve ça un petit peu dommage de me dire que mes cartes en fait elles auront des notes qui leur correspondent pas, donc je le ferai plus personnellement. S'ils arrivaient vraiment à améliorer ça, à avoir quelque chose de plus cohérent, je retournerai chez eux avec plaisir parce que je trouve que leurs boîtiers sont super et qu'il y a quand même du travail derrière pour y arriver, quoi. Donc je trouve que c'est cool, la mise en place est cool, le nouveau site c'est cool. C'est juste dommage que les notes des fois partent vraiment dans tous les sens. Ça marche, on va pas plus continuer sur PCA parce qu'il y a. Ouais, mais je pense qu'on a déjà fait la grosse part, de toute façon, on n'a pas grand chose à dire de plus. Ouais, mais j'ai plein de sujets moi sur PCA, mais ça sera vraiment. Ça marche. Là, on n'aura pas le temps, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Puis j'ai une dernière question qui est plutôt fun, que j'ai commencé avec Invest Collect. Ouais. Que penses-tu de Grenat? Parce qu'il faut savoir que t'as pas mal suivi. T'as pas mal suivi le projet parce que, bah voilà, comme j'ai dit un peu dans la vidéo, on a une conversation de groupe où je vous envoyais des petits avancements du projet, des petits visuels qui arrivaient. Et voilà, puis t'as eu un blister Grenat. J'ai un blister Grenat. T'as un blister Grenat, pardon, effectivement. Voilà, tu l'as eu parce que je voulais te remercier parce que tu m'as beaucoup aidé dans ma collection. Tu m'as mis en contact avec certaines personnes. Et voilà, tu as pu faire des choses très sympas comme donner un booster Grenat à Big Flo. Et tout ça, bah, moi ça me touche beaucoup finalement. Et comme je suis très redevable et comme je t'ai dit dans la vidéo, j'ai pas énormément de matière à donner, par exemple des boosters, etc. Toi, le seul booster set de base, il est parti chez toi. Et c'est le seul truc que j'avais, que tu recherchais. Et voilà, aujourd'hui, je peux juste faire plaisir avec du Grenat. Et c'est la série que du coup j'ai créé, que tu as vu, et du coup voilà, si tu as un mot, qu'est-ce que tu penses de Grenat? Tu peux y aller si tu as des trucs négatifs, positifs. Bon, en général je suis très honnête. Hein. Oh, mais non, sois honnête, moi c'est ce qu'il me faut pour continuer. Moi la série Grenat je la trouve vraiment très belle. Les cartes je les trouve bien faites. À la base je pensais que c'était des cartes que tu faisais en intégralité. J'avais pas suivi tout le développement, le process et compagnie. Si, je fais tout en intégralité. Oui mais... Tu les colles sur des cartes. Ah oui, bien sûr. Voilà. Je pensais que tu faisais vraiment recto verso machin. Donc j'ai pas vu le subterfuge, quoi, le truc, je l'ai pas remarqué directement. Donc j'ai commencé à regarder, putain, je me suis dit, elles sont cool quand même ces cartes. J'ai regardé et encore les holos, je les ai pas eu en main. Les holos ont l'air vraiment belles. J'attends les avoir en main. Tu les as pas eu en main non plus? Non, j'ai d'anciennes et j'en ai fait faire des nouveaux. D'accord. Mais je trouve les cartes super belles. D'autant plus que le projet, c'est un projet que tu as depuis que tu es enfant, d'après ce que j'ai compris. Ouais, une dizaine d'années, ouais. Ouais, t'es un enfant. T'as quoi? T'as 23, t'avais 13?
Voilà. Depuis que tu es enfant, tu avais ce projet en tête, que tu arrives à le concrétiser maintenant que tu as un peu plus de moyens, que ce soit financier ou autre, déjà. Connaissance aussi. Parce que Gréna, ça coûte quand même de l'argent. Il y en a plein qui pensent que c'est gratuit, mais non, ça coûte de l'argent quand même. Le projet m'a coûté 1000 balles, ouais, à peu près. Donc moi, je trouve ça... Zéro investissement au retour, hein, je préfère le préciser. Donc je trouve ça vachement cool que déjà tu puisses en faire don aux gens. Donc le projet est un projet communautaire au final parce que c'est quelque chose que tu ne vends pas. Donc on retourne sur le concept qui me plaît dans la base de Pokémon, de l'échange et du partage. Ensuite les cartes je les trouve vraiment belles, je les trouve originales. Je les trouve dans le délire de Wizard, qui est la série que j'affectionne le plus, mais avec une touche perso et nouvelle. Donc de nouvelles créatures à découvrir, donc je trouve ça cool. Après, je suis pas un grand collectionneur de cartes, on va dire, hors holo et autres. Donc comme je te l'ai dit, c'est pas des cartes que je mettrais en valeur en autre. Par contre, l'illustration qu'il y a sur le blister, je la trouve très belle. Le blister, je le trouve très beau. Ça, c'est quelque chose que j'exposerai quand je me ferai un petit peu un espace rangement vitrine bien propre. Ça fera partie de mes belles pièces de la collection. Donc moi, Grenache, je suis à fond dedans. J'attends de voir ce qui se passe et ce qui bouge un petit peu. Je suis dans l'attente un petit peu que tu me surprennes. J'ai vu un petit peu de preview de quelques trucs qui vont arriver. Ouais, là c'est la série 3, ouais. Feuillage nébuleux. Ça va être vraiment sympa. Et là, j'ai mes petits triplettes de booster en loose là aussi. Puis il y a des cartes que tu vas sectionner après aussi, parce que t'en as pas prises. Ouais. Et peut-être une petite promo aussi. Une petite promo, effectivement, ouais. On en parlera plus tard. Mais c'est cool. On en parlera plus tard, c'est effectivement. Cool. Et j'ai plus de questions. On a fait le tour et je pense que ça fait une belle interview qui doit faire presque 50 minutes. Ouais, je pense qu'on a perdu 2 litres d'eau chacun minimum. Ouais, parce qu'on a dû arrêter le ventilateur fermé. Mais en tout cas, ouais, c'est super cool d'avoir une interview comme ça. Je pense qu'elle va être très complète. Parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de curieux vis-à-vis de toutes tes réceptions. Ouais. Au niveau de Big Flow, les contacts que tu peux avoir. Donc voilà, donc c'est super cool. Merci d'avoir pris le temps pour cette interview. Puis, merci à toi. Puis allons boire une bière. Ouais. N'hésitez pas du coup à rejoindre Thibaut sur ses réseaux. Tout sera dans la description. Ça va apparaître en bas de l'écran comme toutes les autres. Et puis voilà. Tu as un Instagram et tu as d'autres trucs pour la musique par exemple. Ouais, bon, ça n'a rien à voir avec Pokémon, mais si tu as envie de faire ta pub, c'est maintenant. Tikary, Tikry sur Instagram. Et parfait. Si t'as pas d'autres réseaux, sinon tu me les diras, je les mettrai dans la description. Et nous, sur Discord, sur Instagram, sur Facebook, n'hésitez pas, tout est dans la description. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. C'était Matt. Tchuss.